Pourquoi je pourrais faire une résolution avec le salut, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Bien. Pour ta pénitence, tu réciteras ce soir avant de te coucher 2 Ave et 3 Pater. Sitteville est un tout petit village du Pays de Caux, paisible, trop paisible sans doute pour ne pas paraître ennuyeux. Un étrange village tranquille à l'excès et qui pourtant, une fois au moins dans son existence, n'a pas été, comme il y paraît aujourd'hui, loin et en marge de tout. Au milieu du siècle dernier, Sitteville a connu une certaine agitation. Le village a été plongé dans l'irrationnel le plus total, en vivant une fantastique et déroutante affaire de sorcellerie. Une affaire qui ne repose pas sur de vagues rumeurs, mais qui a fait l'objet, c'est important, d'une information judiciaire et d'un jugement. Tout va commencer en 1849, en mars 1849. Tout va commencer par un banal conflit de personnes. L'abbé Tinel, le curé de Sitteville, va se quereller assez sérieusement avec un homme qui jouit dans le pays d'une réputation de guérisseur et sorcier à l'occasion, une activité que dénoncera immédiatement l'ecclésiastique. Partisans, détracteurs du guérisseur, la querelle va rapidement s'élargir et s'envenimer, à tel point que la justice finira par intervenir et finalement, le guérisseur se verra condamné à plusieurs mois de prison pour exercice illégal de la médecine. L'affaire en restera là jusqu'en novembre 1851. Près de 2 ans plus tard, en effet, elle va ressurgir sous une forme étonnante et là nous entrons dans ce qui peut être considéré à première vue comme le paranormal. Pendant plus de 2 mois et demi, de novembre 1850 à février 1851, les occupants du presbytère de Sitteville, le curé et les 2 enfants dont celui-ci a la charge, vont vivre un véritable cauchemar. Des phénomènes étranges vont se produire au presbytère. C'est un 3e personnage, Torel, le berger du village, mais disciple et ami du guérisseur, qui se vantera d'en être l'auteur. Il aurait évidemment agi par vengeance. Vous savez exactement ce qui s'est passé dans le presbytère ? Bah non, forcément, ça remonte loin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y en a peut-être qui savent à Sitteville, les anciens, peut-être les anciens, mais il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi ne pas imaginer que l'homme possède peut-être des pouvoirs encore ignorés par la science, la télépathie par exemple, la transmission de pensée, la capacité de déplacer des objets sans aucun contact, capacité définie par le terme bien barbare de télékinésie, ou encore, pour ne citer que cela, la clairvoyance. Autant de pouvoirs qu'étudient actuellement ceux qui se disent parapsychologues. Le berger Torel, une supposition comme une autre, avait peut-être l'un de ces dons, entre guillemets. Ici, à Sitteville, sur les lieux de ces événements des années 1850, nous avons voulu, de notre côté, jouer les apprentis sorciers. Nous avons souhaité réaliser une expérience de clairvoyance sous hypnose. Le parapsychologue qui mène ici une enquête sur cette affaire, un sujet pris au hasard et que nous lui avons imposé, ont bien voulu se prêter au jeu. Alors vous allez voir cette expérience d'hypnose dans un petit instant, mais auparavant une précision qui a son importance. Le sujet en question, avant l'hypnose, ne savait rien de cette affaire de Sitteville. C'est mon gars. Écoutez bien ma voix, détendez votre corps et votre esprit. Vous fixez mon regard, vous êtes détendu, vous ne pensez à rien. Vos paupières vont s'alourdir, ne pensez à rien. Votre corps est détendu, votre esprit aussi, ne pensez à rien, vous allez dormir d'un sommeil extrêmement agréable. Les paupières vont s'alourdir, ils vont se fermer d'elles-mêmes. Les paupières s'alourdissent, vous allez dormir d'un sommeil extrêmement agréable. Le sommeil est extrêmement agréable, dormez d'un sommeil agréable. Dormir, vous dormez d'un sommeil agréable. Enfoncez-vous dans ce sommeil, plus profondément encore. Vous dormez, votre corps va se détendre, votre esprit aussi. Écoutez ma voix, obéissez à ma voix. Vous êtes détendu, vous ne pensez à rien. Vous dormez. Vous dormez profondément. Vous êtes absolument bien. Je vous réveillerai quand je le désirerai. Les paupières sont lourdes, les paupières sont fermées et vous dormez. Obéissez à la voix. Oubliez l'endroit où vous êtes. Ne pensez à rien. Vous n'aurez aucun souvenir de l'expérience. Vous êtes absolument détendu, absolument bien et vous dormez. Dormez plus profondément encore. Dormez. Encore. Ce sommeil est bénéfique. C'est un bon sommeil. Recherchez-le. C'est un sommeil lourd. Un sommeil agréable. Vous êtes bien.
Nous allons faire une expérience extrêmement intéressante. Une expérience de perception extrasensorielle. Quelques instants, vous aurez le don et le pouvoir de percevoir les choses. Vous pouvez nous parler, si vous le désirez. C'est beau. Ah là, je suis dans un grand pré là. Ah là, je vois quelque chose. C'est noir, puis c'est blanc. C'est tout petit. Ah, c'est des moutons. Oui, mais l'herbe est verte. Alors qu'est-ce que vous pensez des propos qui viennent d'être tenus par le sujet? Vous êtes étonné? Non, je ne suis pas étonné, mais il ne faut surtout pas trouver de rapport direct avec ces propos et l'affaire de Sitteville. La seule chose qu'on peut tirer de cette expérience, c'est le pouvoir du conditionnement, qu'un sujet soumis à l'influence de la suggestion est capable d'être victime d'hallucinations, d'être victime de troubles au niveau de ses sens, d'une manière rapide, puisqu'il nous a fallu que quelques minutes pour pouvoir le conditionner. Ah oui, je vois quelqu'un là. Détendez-vous, gars. Détendez-vous. C'est énorme. C'est quoi? Je sais pas, c'est grand, c'est énorme, c'est plus grand que moi encore. Oui, il n'y a pas de... Ça me fait peur même. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je vois, il dit rien, c'est noir, c'est grand, c'est noir, c'est grand, ça me fait peur là, ça me fait peur. Mais ça y est, je me sens bien. Très bien. Qu'est-ce que c'était? Ah non, c'est à côté ou c'est derrière? C'est derrière. C'est un frisson, ça me fait un grand frisson là. Ça me... Mais c'est... Non, j'ai mal à la main. Détendez-vous. C'est ma main qui... Je suis attrapé, il y a quelqu'un... J'aimerais savoir quel type de relation s'établit au départ entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Et en principe, il s'établit une relation affective. Il y a un lien affectif, un lien d'influence qui s'établit entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. C'est même le paradigme relationnel lequel existe dans toutes les psychothérapies. Quel type d'influence y a-t-il entre eux? Un type d'influence bénéfique, si vous voulez, si on n'en abuse pas. Mais enfin, cet abus, c'est exagéré. Je ne pense pas qu'on puisse faire à quelqu'un qui est hypnotisé des choses qui ne conviennent pas à sa conscience morale et à son désir. Alors quel crédit peut-on apporter aux déclarations que fait un sujet en état d'hypnose? À propos de quoi? À propos d'une question quelconque, est-ce qu'on peut juger de la véracité de ce qui est dit? Non, il peut raconter des histoires, il peut fabuler, il peut rêver, je sais pas. Cette affaire de Sitteville, en tout cas, donne bien du fil à retordre depuis quelques années aux parapsychologues du Centre de parapsychologie de Normandie qui tentent de comprendre ce qui a bien pu se passer au presbytère dans ces années 1850. Un travail de fourmi car avant d'envisager l'irrationnel, ces parascientifiques recherchent d'abord toute explication qui pourrait être conforme à la raison, supercherie comprise. L'enquête consiste donc d'abord à fouiller les archives, rassembler le moindre document ou encore, comme ici, interroger toute personne susceptible de fournir une information. Travail de longue haleine, et si les parapsychologues ne parvenaient pas à percer le secret de Sitteville, leur recherche ne serait pas pour autant négative. Il n'est jamais inutile en effet de pouvoir comparer différentes affaires.
Tiens, monsieur Corbin, je se promène par là. Vous allez bien? Ça va, oui? En forme? Bon, ouais, ça va, puis vous? Ça va bien. Ouais. Vous avez réfléchi sur mon affaire? Ouais, le berger était des gars intelligents. Oui. Ben, au théâtre, vous voyez bien un tas de trucs. Hein. Un homme qu'on enchaîne et tout ça, il enlève sa chaîne tout seul. Il y a un truc. Alors pour vous, les bergers n'étaient que des gens qui truquaient? Ben, pour moi, ils connaissaient les trucs. Et puis alors, à ce moment-là aussi, il y avait ceux qui, par exemple, vous mettaient de repos pour empoisonner les bestiaux. Un tas de trucs, hein. Oui. Mais ça, n'importe qui peut le faire, au fond. Là, ce sont les faits de l'empoisonneur, mais l'affaire de Sitteville, c'est quand même autre chose. C'est quand même. L'affaire de Sitteville, je ne sais pas si c'est plus difficile d'aller faire chose de l'État au plafond, ou bien de faire des trucs d'illusionnisme, des tours de cartes, un tas de machin. Maintenant, il est possible qu'il était quand même, celui de Sitteville, était un des... Il était plus instruit que les autres ensemble. Peut-être plus instruit pour dans le bien, mais enfin, dans les bêtises. On rentre alors? Ben, on rentre, oui, si vous voulez prendre un petit peu. Le précipitat, lui, est démoli. Ah oui, mais pour ça... Pour atteindre le curé, le berger Torel jettera un sort à l'un des deux enfants élevés par le prêtre. C'est du moins ce qu'affirmeront certains villageois qui ont vu Torel rôder auprès de l'adolescent. Cette rencontre semble en tout cas coïncider dans le temps avec l'apparition des premiers phénomènes dans le presbytère. Le berger touche l'enfant. Ce geste a une signification très précise. Oui, c'est ce que les spécialistes de l'occultisme appelaient le contact fluidique, qui est l'action obligatoire du sorcier, en l'occurrence Torel, pour pouvoir impressionner l'enfant ou impressionner le groupe par un geste singulier qui va être le déclencheur. Torel, à cet instant, n'aura donc plus qu'une seule idée en tête, chasser le curé de sa paroisse et donc le séparer des deux enfants qui se destinent à la prêtrise. Il s'agit là bien entendu de l'une des hypothèses retenues après que cette affaire ait trouvé sa conclusion officielle. Et alors ces bergers au 19e, c'était des hommes sans doute un petit peu différents des autres. Ils se sentaient rejetés par la communauté. Et de tradition, il y avait une méfiance à leur égard, parce qu'on savait qu'ils étaient berqués, ils devaient donc être sorciers. Donc avant même d'être sorciers, ils étaient considérés comme sorciers. On les désignait en tant que tels. On les désignait en tant que tels, comme on désignait la corsotière. Une corsotière en campagne chez nous, c'était plus ou moins une sorcière. Je dis à cette époque-là. Hein. Il y avait également les enfants qui étaient par origine, des enfants un peu en marche, qu'on appelait les enfants du bureau, c'est-à-dire les enfants de l'assistance. Il y avait aussi ceux qui étaient difformes, qui étaient possus. Je ne parle pas des innocents, hein, des bajas, comme on disait en campagne. Ceux-là n'étaient pas considérés comme sorciers, au contraire, on les considérait comme des innocents, donc des purs. Alors, il y avait cela. Mais alors, donc, le sorcier, dès le départ, était catalogué. Si t'es comme ça, t'es sorcier. Alors, inévitablement, il finissait par jouer son rôle. Et à apprendre, il essayait d'apprendre, et avec les autres, tout doucement, les autres l'initiaient. Parce qu'il voulait transmettre. Alors, il y avait une sorte de parrainage. C'est-à-dire qu'il y avait un sorcier qui présentait au groupe, généralement le jour du sabbat, naturellement, le samedi, et il présentait celui qui allait être introduit. Alors, on commençait par des rites très simples, je dis celui du faire peur, et puis, tout doucement, on lui disait, mais tu es plus fort que les autres. Tu es capable de faire des choses. Alors d'abord, on lui faisait voir certaines choses qu'on était capable de faire. Tu es capable de guérir. Alors on commençait bien souvent par, j'allais dire les animaux, mais on passait aux hommes. Par exemple, on réparait les foulures des agneaux, mais il était capable de guérir les foulures des hommes, d'arrêter les brûlures. On lui apprenait les formules, on lui disait feu, éteins-toi comme Jésus a perdu sa couleur au jardin des Oliviers, enfin, etc. Et alors on lui apprenait toutes les formules. Alors là, il commençait à vivre un petit peu les choses, et après il va passer au deuxième stade, qui est celui du mal. Alors celui du mal, il va commencer par... il va falloir lui faire comprendre qu'il est plus fort que le curé. Car au fond, dans le village, l'adversaire du berquier, c'était le curé.
Les deux hommes instruits finalement. Les deux hommes instruits, car les bergers, ça vous avez raison de poser la question, car les bergers, exceptionnellement, étaient des gens qui savaient lire. Car il y avait beaucoup d'analphabètes à l'époque, et le berger savait lire. Alors il avait le livre, c'est-à-dire le grand Albert, naturellement, qui lui permettait de lire et tout. Il prenait tout à la lettre, naturellement, là-dedans. Et ce livre, il ne le possédait pas, c'était les aînés qui lui lisaient les passages, et qui diraient, quand je serai mort, tu auras le droit à avoir le livre. Car posséder le livre, c'était déjà un peu posséder le pouvoir. Alors, l'initiation se fera tout doucement. Et pour lui faire voir qu'il est plus fort que le curé, alors il y a plusieurs techniques, naturellement, mais dans la région ici, ça consistait surtout à voler une hostie. C'était le sacrilège. Et si vous alliez à la délivrance à côté de Caen, vous verriez, il y a un monsieur qui a collectionné les objets de sorcellerie, et en particulier des lunules. Les lunules, c'est ce qu'on met dans l'ostensoir pour mettre l'hostie. Et il possède une lunule qui sert à torturer l'hostie. C'est-à-dire qu'il volait une hostie qu'on mettait dans cette lunule, et il y avait des clés qui servaient à torturer. Alors, et naturellement, pour provoquer quel effet? Pour donner à la certitude, puisque Dieu ne se vengeait pas, qu'il était plus fort que Dieu. Et qu'il avait le pouvoir du diable et qu'il pouvait dominer plus que le curé. Mais est-ce que ces méthodes avaient des effets finalement? Elle avait un effet psychologique sur le berquet déjà. Et elle aura des effets par la suite parce que il arrivait paranoïaque d'avoir une puissance telle que rien ne pouvait lui résister. Alors il créait la peur autour de lui. Et vous savez, en sorcellerie, disons que la règle générale est simple, on ne peut pas agir sur quelqu'un qui réagit. Mais sur quelqu'un qui a peur et qui est faible, on l'écrase.
Tivi est appelée la vie. T'as entendu, Mathieu? Oui, qu'est-ce que c'était? Je sais pas, bouge pas, je vais voir. Roak, Elohim, Adonai, Melech, Skadai, Yévé, Tsebaoth. Je vous conjure de m'entendre par vos puissances et vos vertus, par la création sortie du néant. Que soit béni celui qui vient au nom d'Adonai. Père suprême, Créateur du ciel et de la terre, des quatre éléments et des esprits, écoutez-moi. Que Matthieu soit arraché au curé, comme sont arrachés le feu, l'air, l'eau de la terre. Que leurs esprits se séparent, que soit béni celui qui vient au nom d'Adonai, Mouloukot, Ariem, Moroès, Mixaoul, Emtal, Forel, Fénéel, Narcisson, Belzebouel, Mouloukot, Anaël, Mizo. Que les esprits viennent et qu'ils se présentent à mon choix. Ce remue-ménage. Allez, là-haut. Et quel est aujourd'hui le comportement de l'Église devant tout ça? Alors, diable toujours ou... Ah non, là l'Église est d'une prudence alors absolue. Hein. Si vous avez interrogé un exorciste officiel, il vous renverra, ou alors il aura l'air de dur, il vous donnera l'impression qu'il n'y croit pas, qu'il le fait simplement pour faire plaisir aux gens. Alors, il est certain que là, il y a un problème. Il y a un problème d'église, car que dans le problème de l'église, il est simple tout de suite. C'est qu'il y a deux choses. Il y a le problème en lui-même, et là, on est avec les scientifiques pour rechercher ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est exagération, etc., et établir l'authenticité du fait. Donc, on attend les recherches pour déterminer. Mais il y a l'autre aspect, c'est celui des gens qui se considèrent comme ensorcelés. Quand on reçoit quelqu'un comme ça, il faut d'abord le remettre en confiance et lui redonner confiance, lui remettre la paix et un peu de joie dans le cœur. Bon, ça dure pas longtemps. C'est-à-dire, c'est le cachet d'aspirine qui vous enlève votre mal de tête. Après, il y a toute une restructuration mentale qui est à faire pour ramener cette personne à vivre normalement dans sa peau. C'est ça qui est le travail. Donc, pas de diablerie dans tout ça? Ah, il n'y a pas de diablerie pour moi. Seulement, il peut y en avoir dans l'esprit des gens. C'est grand, c'est immense. Oui. On dirait un triangle, mais très 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 haut. Alors presque une embase toute petite, mais très haut. Je sais même pas si c'est pas un homme, c'est même pas, c'est pas une personne. C'est comme un pic. Ça y est, je vois des formes. C'est un pic noir. C'est comme un pic. C'est noir. Mais on le distingue pas, tout est noir autour aussi. Et je me sens mieux là. C'est bien. Je
pas peur. Recherchez le bien-être. Reposez votre corps et votre esprit. Je vois des gens. Là, j'ai des gens, je sais pas, je vois des gens avec des bérets, comme, enfin, un bonnet. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent ce pic. Combien sont-ils? C'est un pic. Je vois pas les gens, je vois pas le nom. Je vois que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Détendez. Que ressentez-vous? Ça y est, alors là, j'ai vu un visage. Oui. Là, je me force parce que je veux le voir. Je vois des yeux. Je suis là. Je vois des yeux là, ils sont verts. Je vois des yeux verts. Un visage triangulaire. Là, je les vois, je cherche à le voir parce que je veux le voir. J'ai froid. Je suis là. Mais je veux voir ça. C'est bien. Il s'en va. Détendez votre corps et votre esprit, détendez-vous. C'est bien. Je suis là. Je cherche. Ne le cherchez plus. Détendez-vous, il faut vous reposer là. Détendez-vous, s'il vous plaît. Détendez-vous. Voilà, détendez-vous. Détendez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Il faut retrouver le sommeil. Ça y est. Je le vois, je vois quelque chose. Là, c'est gris, c'est une forme avec. Il y a des cheveux gris. Détendez-vous, ne forcez pas, détendez-vous. On voit un visage. Oui. Je vois des cheveux gris. Je vois un visage. Ah, j'ai les mains qui font mal. J'ai juste ma tête qui bouge, j'ai plus mon corps. D'accord, détendez-vous un petit peu. J'ai un peu mal quelque part, mais Voulez-vous arrêter l'expérience? On va la reprendre tout à l'heure. Vous êtes parapsychologue, vous considérez-vous comme un scientifique? Je me considère avant tout comme un scientifique, puisque j'ai une formation scientifique, mais j'essaie aussi d'étudier la parapsychologie de la façon la plus rigoureuse possible. Alors quels sont précisément vos rapports avec le monde scientifique? Est-ce que vous êtes pris au sérieux? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. En général, la parapsychologie est assez mal considérée par le monde scientifique. Je pense qu'elle a une image de marque derrière laquelle on fait un amalgame entre beaucoup de choses différentes, beaucoup de gens différents, qui souvent n'ont que peu de choses à voir avec la parapsychologie. Essayez de préciser un petit peu. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, la parapsychologie et la pratique des sciences occultes, c'est la même chose, alors que c'est absolument pas le cas. La parapsychologie, c'est une étude d'un certain nombre de types de phénomènes qui semblent assez difficiles à expliquer, que certains même refusent complètement. Pour ma part, je ne suis pas encore convaincu de leur existence réelle, mais je pense qu'il est intéressant de se pencher sur le problème, parce qu'il y a un problème. Il y a des personnes à qui il arrive des événements assez curieux, et que ça arrive du fait de leur imagination ou que ça arrive réellement. Je crois qu'il est important de se pencher sur la question. Maledicte diabole recognosce satantia. Et toi? Et da honoriem. Patron, je te l'ordonne. Vivo et de ver. Dieu, te l'ordonne. Da honorem Jesu Christo filio eius. Mon Dieu, cherchez-le. Sancto Domine exaudi orationem meam. C'est fini. C'est fini, je crois. Écoutez. Domine sancte pater omnipotens, qui unit genitum tuus,
Père Rouquier, c'est lui. Je l'ai touché. Toi, je t'ordonne de te présenter ici même demain, et alors je te pardonnerai. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Que voulez-vous, Torel? C'est mon maître. Il m'envoie pour vous reprendre. Tu mens, Torel. Approche, que je te vois mieux. Approche donc, Torel. D'où viennent ces blessures? Tu m'entends, Torel? Réponds, d'où viennent ces blessures? Tu ne sais pas? Eh bien, moi, je vais te le dire. Torel! Torel, debout, comme il l'a fait à l'instant, puis à genoux, en demandant pardon, cherchera encore à toucher le curé pour, croit-on, l'ensorceler. Le prêtre, excédé, et pour se défendre de cette agression, finira par frapper le berger à coups de bâton. Immédiatement, Torel ira porter plainte pour coups et blessures. Et tout ce petit monde-là, y compris les dizaines de témoins des phénomènes qui se sont produits chaque jour au presbytère pendant plus de 2 mois, tout ce petit monde-là va se retrouver au tribunal. Des témoins affirmeront sous la foi du serment avoir vu et entendu des choses extraordinaires, mais finalement seuls les faits seront jugés, non pas la cause qui reste aujourd'hui encore tout à fait inconnue. Attendu que quelle que soit la cause des faits extraordinaires qui se sont produits au presbytère de Sitteville, attendu que le berger Torel s'est vanté d'avoir produit les faits du presbytère, attendu qu'il ne peut être fondé à se plaindre comme diffamé par des propos dont il a été l'auteur le premier, attendu que ni l'enquête ni la contre-enquête n'ont apporté au procès la preuve que le curé de Sitteville ait forcé le berger à tomber à genoux devant lui en demandant grâce comme s'il eût commis quelque faute. Attendu qu'il est vrai que le curé de Sitteville a donné 2 ou 3 coups de canne au berger Torel, mais attendu que le berger persistait à vouloir le saisir en allongeant les mains, plaçant ainsi le prêtre dans le cas et la nécessité de légitime défense. Par ces diverses considérations, nous, juges de paix de Yerville, déboutons Torel des fins de sa plainte et de sa demande en 1200 francs de dommages et intérêts et condamnons le dit Torel à tous les dépens de la procédure. Yerville, le 4 février 1851. Est-ce que les affaires de maison hantée et de sorcellerie vous font sourire? Moi, je ne sais pas si demain je découvre quelqu'un qui peut faire léviter un corps ou un objet sans aucun trucage, tout de suite je me mets dans cette religion ou dans cette secte ou dans cette croyance, mais jusqu'à maintenant, avec mes connaissances, mes outils d'investigation qui sont mes connaissances de trucage, je n'ai vu que des trucages dans tous les cas où je suis allé voir des phénomènes bizarres qui ont existé. Alors on peut toujours vous dire des fois quand il ne se passe rien que c'est parce que c'est ma personnalité qui gêne, etc. Ce qui est un argument valable. On peut seulement dire qu'en parapsychologie, il y a des choses étranges sur le plan psychique, mais sur le plan physique, la plupart du temps, c'est truqué, et en tout cas, ce sont des milieux remplis d'escrocs. Alors, lesquels ne sont pas escrocs, eh bien, il faut les découvrir quand ils ont une qualité humaine, philosophique. Finalement, peu importe s'ils emploient un petit trucage, si c'est destiné à guérir ou à apporter du bien-être à quelqu'un. Mais si c'est destiné à asservir les gens, alors là, je ne suis plus d'accord, et je n'hésite pas à démonter le mécanisme pour révéler la supercherie. Bonjour. Bonjour, monsieur Cava. Vous allez bien, Mme Blondel? Ça va, vous-même? Votre mari n'est pas là? Non. Non? Il est parti. Vous avez trouvé des documents? Non, mais on a une carte postale qui peut quelquefois vous intéresser sur Sitteville. Oui, une ancienne? Une ancienne, oui. Très bien. C'est normand. Sinon, pas d'archives? Vous n'avez pas retrouvé dans vos greniers des documents qui peuvent m'intéresser? Rien du tout, rien du tout. D'accord. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est que le presbytère de Sitteville?
cette affaire? C'était une affaire dans le temps de la sorcellerie, mais maintenant je crois que les gens n'y pensent plus. Oui. On parle beaucoup de moins en moins. Bon, bah, je vais voir monsieur le maire. Oui, vous savez, là vous savez où il habite? Ouais. Ah, je ne sais pas s'il est là. Vous savez où il habite? D'accord. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Ce soir. Entrez, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Voilà de retour? Bah oui. Je voulais reconsulter les plans cadastraux de l'ancien site ville. Ah oui? Ça va être possible? Oui, bien sûr. Sinon, pas de nouveau? Non. Non. Alors pour vous, qu'est-ce qu'est l'affaire de site ville? Je sais que c'est une affaire très importante qui est connue dans le monde entier, mais ce que j'en pense, c'est à vous qu'il faut demander ça, puisque vous avez essayé de fouiller et de trouver la vérité. Je sais que c'était très important, mais quoi de plus? Vous ne pouvez pas la juger? Non, la juger, il faudrait des documents, il faudrait trouver la vérité avec un grand V, mais ce que j'en pense, je sais que ça a dû faire beaucoup de bruit à l'époque. Il faudrait retrouver des traces. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas retrouvé de traces au niveau de la mairie, il n'y a eu aucun écrit. Oui, dans les documents, il y a 5 ans qui ont carrément disparu. Pas de plan, pas de budget, pas de délibération. Tout a disparu pendant environ des années 1850-55. Donc la période qui nous intéresse, elle est disparue de vos archives. Oui, carrément disparu. Ouais. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Détendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Détendez votre corps et votre esprit. Détendez-vous. Détendez-vous. Pourquoi vous pleurez? Détendez-vous. Pourquoi vous pleurez? Détendez-vous. Écoutez bien ma voix, détendez votre corps et votre esprit. Vous êtes détendu, vous dormez d'un sommeil agréable. Détendez-vous, détendez votre corps et votre esprit. Vous êtes détendu, vous vous reposez. Votre corps est détendu, vous écoutez bien ma voix, vous obéissez à ma voix. Détendez-vous, vous ne pleurez plus, tout va bien. Vous êtes calme. Détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Ce sommeil est un sommeil agréable. Vous êtes détendu et vous vous rappelez de toute l'expérience. Tout va bien. Dans quelques instants, je vais vous réveiller. Pour cela, je vais compter jusqu'à 3. Au chiffre 3, vous serez en état d'éveil. Vous êtes absolument détendu, absolument bien. Cette expérience est agréable. Cette expérience est agréable. 1, vous êtes bien. 1, vous êtes bien. 2, vous reprenez vos esprits, 3, vous êtes réveillés. Une expérience intéressante, avec un peu de recul? Ah, c'était intéressant, oui. Parce que... Moi, je connaissais pas du tout, c'est pour ça que c'était intéressant. Qu'est-ce que vous avez ressenti exactement? Au départ, un bien-être. Et puis, par la suite, quand même, peut-être des désagréments du fait qu'en se prêtant à ce genre d'expérience, on pouvait être dominé, manipulé d'une manière ou d'une autre. En se prêtant, justement, en étant... comment on pourrait dire ça? Et pourquoi manipuler? Vous avez eu l'impression de ne pas avoir été maître de ce que vous disiez? Ah non, pas du tout, à aucun moment d'être maître de ce qu'on disait, ah non. Ah oui, je me rappelle d'une maison. Je me rappelle où je suis rentré dans une maison pour aller dormir. Puis je sais pas, c'était pas une maison, c'était une école. Oui. Puis je suis monté, il me semble avoir monté au dernier étage. Enfin oui, il y avait un étage, je sais pas, il y a un escalier, il y avait quelque chose. Et puis je suis allé me coucher. Je suis allé dormir parce que j'étais fatigué, j'étais fatigué parce que j'ai eu mal à la tête, comme si on m'avait... comme si j'avais été frappé. Comme si, je sais pas, je vais monter. Puis même, c'est comme si j'arrivais... Je sens que, avant que je vois la maison, ou avant que... l'école, j'ai eu l'impression que j'avais été agressé, que j'avais été frappé. Puis que je rentrais comme si c'était chez moi. Puis j'allais me coucher. Mais en me réveillant, j'ai vu quelqu'un de mort.
je vois un visage, je sais pas, je vois des yeux verts et puis une tête, je sais pas, c'est tête grise. Ça paraît être un homme ou une femme, je sais pas. Mais je vois pas parce que ça m'a troublé. Et puis après, j'étais en train de pleurer et puis bon, je sais pas, ça s'est arrêté là, quoi. D'où viennent justement ces propos un petit peu bizarres a priori? Oh, peut-être le cadre, tout bêtement, parce qu'une association d'idées en disant que, bon, il y a... Le cadre peut... Oui, non, je crois que c'est le cadre. Une association d'idées, c'est facile de dire qu'il y a les Bargets ici, qu'il y a... Bon, l'entourage, c'est... Non, c'est une association d'idées qui peut peut-être avoir fait dire ce genre de choses. En plus de choses suggérées par l'intermédiaire d'autres personnes, je sais pas, par peut-être d'autres phénomènes de télépathie ou de choses comme ça. Alors finalement, pour se résumer, Thorel a bien existé, a bien provoqué les phénomènes dans le Oui, Thorel a provoqué les phénomènes, ça c'est certain. C'est certain parce qu'il y a trop de documents pour que ce soit douteux, étant donné qu'il y a eu des tas de brochures pour, contre, etc. Et donc il y avait quelque chose. Ce qu'on peut dire, et ce qui est le côté amusant, c'est que Thorel a exploité merveilleusement la chose, car il a réussi à se faire condamner dans cette aventure, alors qu'au fond, les tribunaux étaient incompétents, comme a dit le juge de paix de Yerville. Je ne sais pas si vous avez vu le jugement, il a dit nettement qu'au fond, il n'était pas très compétent, il a dû condamner quelque chose d'insignifiant, 8 jours de prison avec une petite amende, et le Thorel a fait ça triomphalement, parce qu'il est ressorti là en disant, c'est le mec qui a fait ça, hein. Naturellement, il est devenu un héros, et les gens sont venus le consulter. Il a fait une bonne affaire. Et après sa mort, d'ailleurs, il a continué après. Son tombeau est devenu un lieu de pèlerinage. Et ça a plu un peu moins à l'évêque. Alors il s'est arrangé avec le maire, mais comme il y a prescription, on peut le dire, ils ont fait enlever le corps, le cercueil et tout le reste. Et puis Thorel est disparu. On n'élucide jamais le mystère de